Alors j'ai le plaisir maintenant, je vais en dire un petit mot, je sais qu'il est modeste, alors je vais essayer de ne pas en rajouter, mais je vais dire un petit mot de Philippe Pierre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très heureux de l'accueillir, j'ai eu l'occasion de l'entendre dans le cadre du club APM, et je l'avais dit, je lui ai redit aujourd'hui que j'avais beaucoup apprécié son intervention. Il est consultant, il est expert RH, alors il intervient à l'APM, c'est l'association pour le progrès du management qui s'adresse à des dirigeants et des cadres dirigeants. Il intervient aussi dans le petit frère de l'APM qui est Germe, qui s'adresse plutôt à des patrons de TPE, de PME, donc c'est aussi très intéressant, je pense, pour de toutes les tailles, tous les membres de Domopal aujourd'hui, du petit au plus grand, comme on dit. Il est docteur en sociologie de Sciences Po, il a réalisé son parcours professionnel, évidemment, dans le domaine des ressources humaines, d'abord dans le secteur pétrolier, si je me trompe à un moment, vous me corrigez, ensuite chez L'Oréal, où vous avez d'abord été, Philippe, DRH, puis directeur de la formation de la division coiffure de L'Oréal. Formation, je ne sais pas, vous ne pouvez pas faire de coupe aujourd'hui, c'est pas le thème. Et bon, c'était quand même la bagatelle de 8000 collaborateurs, donc on peut dire qu'en matière de ressources humaines, Monsieur Pierre sait un peu de quoi il parle. Il co-dirige aujourd'hui le Master de Management interculturel de l'Université Paris-Dauphine. Il est donc conférencier, on va pouvoir tester ses talents dans quelques minutes, formateur reconnu. Vous enseignez, Philippe, à l'ESSEC, à HEC, à Sciences Po Paris, depuis plus de 15 ans. Et vous militez pour un rapprochement entre la pratique de terrain et les apports théoriques. Et là, je vais refaire une pirouette sur une des phrases tiroirs qu'on aime utiliser régulièrement, parce qu'on se reconnaît bien dans ce concept, rapprocher la pratique et la théorique. Quelqu'un de célèbre, je ne vais pas le reciter, parce qu'on va me traiter de faillot, disait « la forme ultime de la théorie, c'est l'action ». Alors on est content que vous interveniez là-dessus aujourd'hui, Philippe. J'ai presque fini, juste pour dire que vous êtes auteur d'une 50aine d'articles scientifiques en RH social et dans la sociologie de l'entreprise, de nombreuses publications. Je vais me permettre très vite de citer simplement vos 3 derniers ouvrages, parce que vous avez peut-être des bons de commande dans la valise, si certains d'entre vous veulent les commander en fin de conférence, ce sera possible. Il y a L'Homme mondialisé aux éditions L'Harmattan en 2017, Le défi interculturel, je sais que je mange une partie du titre, il y a des développements derrière, L'Harmattan 2017 toujours, et Le management interculturel aux éditions EMS en 2018. Je vous invite bien volontiers à lire ces ouvrages qui sont très intéressants. Philippe, vous intervenez sur des thèmes aussi divers que les discriminations. Je pense aussi à notre RH qui est dans la salle aujourd'hui, des thèmes qui vont tous nous intéresser. Discrimination, performance des équipes diversifiées, mobilité des cadres, leadership, université d'entreprise, les différentes générations, X, Y, Z et j'en passe. C'est pas toujours simple de faire en sorte que tout ce beau monde travaille ensemble. Évolution du travail, le courage managérial, là aussi c'est un terme qui est cher à Philippe Boguet. Voilà, votre thème d'aujourd'hui, forcément, on s'y reconnaît beaucoup, donc on est heureux que vous le développiez. C'est le renouveau des formes de travail et le pari interculturel de la confiance. Donc vous allez nous donner quelques clés pour relever le défi de ce que vous appelez vous-même les entreprises apprenantes. Je vous invite à me rejoindre, Philippe, en vous remerciant. Merci beaucoup Stéphane, je suis très heureux d'être avec vous et un excellent anniversaire à nouveau. Je vais partager avec vous autour de la question du sens du travail, avec grand plaisir, et aussi de la centralité du travail dans nos vies. Je viens d'une génération, d'un parcours de vie dans lequel au centre de ma vie, il y a la famille, il y a le travail et tout tourne autour. Et j'ai la chance, car je vais vous proposer cette idée, c'est une chance, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui ne fonctionnent pas comme moi. C'est-à-dire que le travail n'est pas nécessairement au centre de leur existence, mais il y a plusieurs vies à vivre et en même temps, en quelque sorte. Et donc c'est une occasion de partager sur les générations différentes. Alors comme Stéphane l'a rappelé, on va parler, vous le savez, de génération X pour des quarantenaires, on va parler de génération Y pour des personnes qui auraient entre 18 et 30 ans, et on voit aussi émerger devant nous une nouvelle génération alors qui va rejoindre nos entreprises, nos associations, comme apprentis, comme stagiaires école. Alors on les appelle les Z et on leur donne aussi le nom de Millennium. Et alors c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des personnes qui sont nées en 2000. Évidemment, c'est la question, partagent-ils
les mêmes références que nous et qu'est-ce que nous avons en commun. Alors on a heureusement des choses en commun, mais c'est vrai quand on leur parle de la Coupe du Monde 1998, c'est quelque chose qui paraît très très lointain. Alors ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils vont saisir l'information en vidéo. Et ça, je reviendrai aussi sur cette dimension-là. Et donc moi, ça fait, comme Stéphane l'a rappelé, j'ai la chance, ça fait plusieurs années, de m'intéresser en fait à cette cohabitation des différences et d'une discipline qui est le management interculturel. Et donc le management interculturel, c'est passer de la tolérance. L'idée de tolérance, c'est que d'une certaine manière, nous coexistons, mais parfois sans se connaître, entre âges différents, entre métiers différents, entre parcours de vie différents, passer de la tolérance à la reconnaissance. Et il y a un auteur qui, en matière de génération et d'âge, a écrit jusqu'à près de 100 ans, c'est Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss a une formule en fait qui m'a toujours beaucoup marqué. Il dit « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir à la raison des autres. » Et ça, cette ouverture à la raison des autres, je sens qu'elle vous anime et c'est quelque chose d'important pour moi. Comment passer de la tolérance à la reconnaissance? Comment passer d'une certaine manière de la coexistence, de personnes qui sont face à nous différentes, que nous ne connaissons pas toujours, à quelque chose qui est de l'ordre de la performance, et comme Stéphane l'a indiqué, du pari également de la confiance. Alors j'ai préparé mon intervention autour de deux grands temps. Le premier, c'est partager avec vous autour de quelques idées sur les âges, les générations et peut-être même de nouvelles façons de fonctionner. Et puis le deuxième temps, c'est vous proposer 3 modèles d'organisation qui renverraient dans nos équipes, dans nos institutions, nos associations, nos entreprises, nos administrations publiques, à 3 manières d'appréhender le travail et peut-être 3 ressorts différents de motivation. Ces modèles, tout à l'heure, avec vous, je les appellerai le modèle de la loyauté, hiérarchique pyramidale, le modèle de l'employabilité, plutôt contractuel, anglo-saxon, et enfin, nous irons pendant quelques secondes vers un modèle que j'ai baptisé avec mes équipes la communauté de métiers, et qui renvoie à des choses assez étonnantes, d'entreprises qui peuvent être présentes en différents pays du globe, mais qu'on va parfois retrouver du côté de la côte ouest américaine, et vous verrez que c'est une autre représentation du travail. Mais j'en dis pas plus, j'aurai le plaisir dans quelques minutes de partager ces 3 modèles avec vous, loyauté, employabilité, communauté de métier. Juste avant, je voudrais, puisqu'on est sur cette belle question pour moi, de la reconnaissance des différences, je voudrais partager avec vous quelques éléments sur ma propre expérience d'enseignant, et puis comme l'a dit Stéphane, j'ai eu la chance aussi d'être homme d'entreprise. Et il y a, quand on travaille avec des personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait, je pense qu'il y a un questionnement profond autour du rapport au temps, du rapport à l'espace physique et symbolique, et aussi du rapport à l'autorité. Et pour vous qui êtes au cœur en fait d'équipes de tailles différentes, il y a cet enjeu, comment être compris et comment être légitime avec des personnes qui ne fonctionnent pas comme nous. Juste à l'instant, j'ai la très grande chance d'avoir été présenté, merci encore, par Stéphane. Et Stéphane m'a transmis le flambeau et j'ai eu la chance aussi d'être très bien accueilli par vos équipes, donc je suis avec vous en confiance. Et puis quand je vous regarde, vous êtes avec moi par le regard. C'est-à-dire que culturellement, nous croisons des choses qui nous rapprochent et nous sont communes. J'ai la possibilité de vous regarder et j'ai la possibilité, en croisant la ligne de votre regard, de vivre ce pari de la confiance. J'en profite beaucoup car j'ai la chance d'enseigner en différents endroits du globe et ce que je vois avec peut-être une lecture des générations différentes, c'est une transformation du rapport au professeur, une transformation du rapport à la pédagogie, une transformation du rapport au temps, à l'autorité et à l'espace. Je vais être plus précis. Quand je rentre dans un amphithéâtre, je n'ai pas toujours la chance d'être si bien présenté. Je rentre et je me prépare à l'exercice. Et j'observe cette situation en France, mais je l'observe aussi au Canada, je l'observe en Afrique du Sud, au Maroc, dans différents endroits où je me situe. Et je rentre dans un amphithéâtre et des jeunes que nous allons baptiser de la génération Y, donc 18-30 ans, eh bien, quand je rentre dans l'amphithéâtre, le niveau sonore baisse, donc je dois le prendre comme un élément de courtoisie, mais j'ai aucun jeune qui me regarde. Et ces jeunes qui sont face à moi, je pense à vous, car ils sont dans nos familles, ils sont à côté de nous, et il va falloir faire avec eux. Il va falloir travailler avec eux. Il va falloir passer de la coexistence à la reconnaissance.
À ce moment-là, j'ai personne qui me regarde et je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre. Qu'est-ce que font ces jeunes ?» Immédiatement, oui, monsieur, exactement, immédiatement, ils vont aller m'accorder en quelque sorte un crédit peut-être, mais en tout cas, ils vont tracer mon histoire de vie. Ils vont tracer mon histoire de vie, en fait, via les écrans. Et donc, ça, c'est quelque chose que je veux tout de suite partager avec vous. Ce sont des personnes qui vont aller sur Google, par exemple, ou sur un moteur de recherche, qui vont taper mon nom et qui vont essayer de voir, en fait, quelle est ma trajectoire. Et alors ça, pour moi, c'est un élément très étonnant. Et j'insiste, l'interculturel, c'est se casser les os de la tête. L'interculturel, c'est arriver à revenir sur nos propres certitudes. C'est très étonnant, car quand j'étais plus jeune, ça remonte un petit peu, mais quand le professeur rentrait, nous, on était en situation de se lever. Et puis ensuite, on se rasseyait. Moi, j'ai pas toujours envie de me lever, mais on se levait, on se rasseyait. Puis ensuite, on écoutait le professeur, bien sûr. Face à moi, aujourd'hui, avec des jeunes dont on va essayer de comprendre la façon de fonctionner, je leur donne mon nom et ils vont aller chercher tout de suite les mots. Et puis, j'observe un autre phénomène qui, moi, me passionne évidemment, mais crée aussi chez moi une forme d'étonnement. Ils vont cliquer sur « Images ». Et donc, ils vont regarder, eh bien, en quelque sorte, l'homme que je suis à travers différentes temporalités. Et c'est vrai que dans nos pratiques de recrutement, par exemple, nous sommes amenés à le faire de plus en plus. Vous accueillez dans vos bureaux des personnes qui vous connaissent en quelque sorte avant de vous avoir rencontré. Et de plus en plus fréquemment, si je laisse faire mon public, il ne me regarde toujours pas et il clique sur « vidéo ». Et alors là, ça pose pour nous tous la question, mais comment je fais avec ces supposées générations différentes, je dis supposées parce qu'elles sont très belles, très riches, très complexes, très différentes. Qu'est-ce que je fais pour créer en fait un socle commun avec des personnes qui de toute évidence ne fonctionnent pas comme moi? Ce triptyque, je voudrais aussi le souligner. Les mots, les images, la vidéo. Pour vous qui êtes au cœur eh bien, de nos territoires, au cœur de la transformation de nos territoires, je pense qu'en termes de communication, en termes de recrutement, en termes d'animation, de vie des équipes, ces trois logiques en fait sont complémentaires. Travailler sur les mots, travailler sur les images et travailler sur la vidéo. À ce moment-là, souvent, je leur dis, pour vous qui êtes en situation vraiment d'être face à moi, mais différent, lisez donc, et je vous le dis aussi parce que c'est une façon de mieux comprendre et connaître cette génération montante, lisez Petite Poussette. Alors vous l'avez peut-être déjà eu dans les mains, ce livre. C'est un livre d'un homme qui a 85 ou 86 ans et qui s'appelle Michel Serres. Et Michel Serres s'est intéressé en fait à ces transformations du digital, du numérique. Un de nos entrepreneurs à l'instant évoquait cette émergence du digital. Et Michel Serres, en fait, s'est intéressé à des jeunes filles, à des jeunes garçons qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. Et donc, il a donné ce nom Petite Poussette en référence au pouce. Il nous dit que c'est la génération du copier-coller. Ce sont des gens qui effleurent. Et ça, je le vois de plus en plus. Ça renouvelle ma pédagogie nécessaire et ça m'amène, en fait, à travailler différemment avec eux. Très concrètement, c'est pour vous aussi, je le sais, la question, est-ce que j'autorise le portable dans les espaces de production? Quelle place je donne aux écrans, au numérique, au digital, dans nos façons de fonctionner? Alors à ce moment-là, quand je leur dis « lisez Petite Poussette » de Michel Serres, et je vous le dis aussi parce que je pense que c'est une excellente ressource, je leur dis le livre est sorti en 2008. À ce moment-là, j'ai une main qui se lève, à peu près au milieu de l'amphithéâtre, et le jeune s'adresse à moi et me dit « Philippe ». Alors vous voyez déjà les questions que ça pose du point de vue des normes de politesse, des rites d'interaction, des façons de fonctionner. Philippe, c'est pas 2014, hein, c'est 2016. Alors là, j'ai intérêt à me casser les os de la tête. J'ai intérêt à revisiter a priori mes fondamentaux. C'est pas 2014, c'est 2016. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que ce jeune qui prend la parole ne veut absolument pas me coincer. Pas du tout. Il veut co-construire avec le professeur. C'est-à-dire que, comme on a éveillé son esprit critique depuis tout petit, eh ben, il a envie de prendre la parole. Et puis, il est dans une société aussi où on peut avoir la tendance à lui demander « votez un, votez deux » dans tous les compartiments de son existence. Et donc, comme on a éveillé son esprit critique, on lui demande de prendre part aux produits et aux services qu'il a dans le creux de la main.
ce téléphone qui est un ordinateur, eh bien vous devez le ressentir aussi tous les jours de nos vies. Ce sont des personnes, quand vous dites quelque chose, qui vont avoir une tendance à checker, à questionner, à regarder si ce que vous dites est juste. Alors là, je fais un effort sur moi-même, hein, parce que quand cet étudiant me dit ça, moi spontanément, ça me froisse, je grince. Eh bien non, en fait, il faut que je le prenne comme une volonté de co-construction. Vous voyez si je suis optimiste et raisonnable. Volonté de co-construction. Et c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, considère le professeur comme un maillon d'une chaîne. Et ça, je vous le dis aussi, pour vous qui opérez dans des équipes diversifiées, vous allez être de plus en plus considéré comme un maillon d'une chaîne, comme quelqu'un d'intéressant si vous êtes, selon la belle formule de Michel Serres, un aimant à opportunité, un facilitateur de contact. Et moi, je le dis de façon plus prosaïque, un carnet d'adresses sur pattes. Vous ouvrez et vous fermez des portes. Alors, à ce moment de mon exposé avec eux, j'ai souvent encore personne qui me regarde vraiment. Mais ils sont avec moi et très puissamment avec d'autres personnes en même temps. Je vous propose d'appeler ce rapport au temps un rapport polychronique. Ce sont des personnes qui, plus que moi, sont dans un rapport au temps simultané. Ils sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et ça pose la question de la régulation. Vous êtes en réunion et d'une certaine manière, si la réunion n'est pas intéressante, n'est pas nourrie, eh bien on court toujours le risque d'avoir des personnes qui vont vous échapper. Un rapport polychrone, c'est un rapport qui fait coexister les temps sociaux en un seul espace physique. Ce sont des personnes qui sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. À ce moment-là, j'ai peu de personnes qui me regardent et je leur dis, écoutez, le cours s'achève. Je les ai sentis avec moi, je les ai sentis en fait au fur et à mesure de mon intervention, regarder le résumé d'un livre, regarder en fait si ce que je peux énoncer est juste. Et puis je conclus et je leur dis, écoutez, je suis à votre disposition pour travailler sur le cours. En général, ils ne m'ont pas dit bonjour. Alors ils sortent de l'amphithéâtre et certains disent, au revoir Philippe. Ça, c'est ce que je baptise la distance sarcastique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont porter l'accent sur la différence entre la personne que vous êtes et le rôle que vous tenez. Et puis les autres vont venir à moi, et c'est toujours une belle satisfaction. Et quand ils viennent à moi, se pose la question de la régulation. Je leur dis, mettez-vous en file comme en Suisse. Mettez-vous en file comme en Suisse. Alors, ils sont amusants parce qu'ils se mettent en file comme en Suisse, parce que moi je leur dis, je ne peux pas travailler avec vous comme ça, en répondant à toutes vos questions. Ils se mettent en file comme en Suisse, et ils viennent à moi. Ils me parlent du cours pour me faire plaisir, mais souvent, et ça c'est quelque chose qui est pour moi un objet de réflexion, d'étonnement, quand ils viennent me voir, ils me demandent « Monsieur, combien vous gagnez ?» Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette question, mais c'est pour moi une vraie occasion de me casser les os de la tête. Combien vous gagnez? Et là, j'ai le sentiment, parce que c'est ma lecture, elle est optimiste, qu'ils me considèrent comme un aimant opportunité, qu'ils me considèrent en fait comme un maillon d'une chaîne. Ce sont des gens qui veulent co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne. Ce sont des personnes qui ne veulent pas qu'on leur impose une vérité, du haut vers le bas, mais qui veulent véritablement en fait avoir l'opportunité d'entrer en lien et en correspondance avec un enseignant, avec un dirigeant, avec un responsable d'association d'économie sociale et solidaire. Dans le monde plus ancien, et dans mon idée, il n'y a aucune hiérarchisation. À la fin d'un cours, à la fin d'une intervention, nous avons une note, une évaluation. Les choses continuent de rester comme ça. Dans la nouvelle manière d'appréhender peut-être un certain nombre de choses, si le cours est réussi, j'ai un indicateur, Stéphane. J'ai un indicateur qui me fait penser si véritablement j'ai créé du lien. Pendant mon cours, et vous le ressentez aussi parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous enseignez, pendant mon cours, si je veux savoir si l'intervention a été intéressante, eh bien j'ai des invitations sur les réseaux sociaux qui me sont envoyées. J'ai des liens qui me sont envoyés sur Twitter. J'ai un certain nombre en fait de choses qui m'amènent à penser qu'après le cours, les choses se font bien, je continuerai d'être un maillon d'une chaîne. Et alors c'est pour moi, et je vous le dis avec grand plaisir, c'est pour moi toujours très, très touchant, très riche, que de suivre les parcours de vie
d'anciens de mes étudiants des années plus tard. Et ça, c'est quelque chose que je prends positivement. Nouveau rapport au temps, nouveau rapport à l'espace physique et symbolique, nouveau rapport à l'autorité. Cette expérience d'enseignement, de toute évidence, elle m'amène à renouveler ma pédagogie et par extension à renouveler notre rapport au monde et donc la vie de nos équipes. Il y a quelques années, comme Stéphane l'a rappelé, j'ai eu la chance d'être en situation de directeur des ressources humaines. Et je me souviens d'un garçon qui est rentré dans mon bureau. Je l'ai su plus tard, mais quand il est rentré dans mon bureau, c'est lui qui se disait « Tiens, ce DRH, il a drôlement de la chance de me recevoir ». Michel Serres parlerait de renversement de la présomption de compétence. Dans nos sociétés, c'est de plus en plus à celui qui sait d'expliquer à celui qui apprend qu'il sait et de lui prouver. C'est ce qu'on va appeler ensemble le renversement de la présomption de compétence. Ça se vit dans les métiers du bâtiment, ça se vit dans les métiers des travaux publics, ça se vit chez le médecin, chez l'avocat, chez le géomètre, ça se vit un peu partout, ça se vit chez le professeur, et ça se vivait aussi pour moi dans mon bureau, au moment du recrutement de ce garçon qui avait à l'époque 21-22 ans et qu'on aurait pu appeler déjà génération Y, en référence aux écouteurs, en référence au questionnement, génération Y, why, pourquoi ça se passe comme ça? Ce garçon, je le reçois, et puis ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais envie de le recevoir avec courtoisie, mais j'avais tendance à faire un entretien de confirmation. C'est-à-dire d'aller chercher chez lui des choses qu'on avait dû me dire à moi il y a 15 ans. C'est pas une bonne façon de faire. Il convient en fait de pratiquer des entretiens d'exploration. Et si vous ne changez pas d'avis, ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, si vous ne changez pas d'avis au cours d'un entretien de recrutement de 40 minutes, vous n'avez pas fait d'entretien. Si on ne change pas d'avis, on n'a pas fait d'entretien. On a eu tendance à faire un entretien de confirmation, de choses qu'on connaît bien. Ça peut se manifester dès les premières phrases. On est dans un risque de conformisme et d'entre-soi qui est très préjudiciable. En fait, ce qu'il faut faire, et c'est un vrai défi par rapport à ce que nous sommes, il faut essayer de changer de regard et changer de mode de questionnement. Alors ce garçon, je vais vous en faire part parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué et qui m'a fait progresser. Au bout de quelques minutes d'entretien, il me regarde assez fixement et il me demande sérieusement, alors je vous fixe le contexte quand même, on était dans un mode de recrutement pour une grande marque cosmétique et lui venait pour un poste de chef de produit en marketing. Et il me regarde et il me demande sérieusement, « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler tous les jours ?» Je pense que c'était la première fois depuis presque un siècle qu'on posait cette question au DRH. Je sais que depuis, vous l'avez cette question. Ce sont des personnes qui n'ont pas le travail au centre, pas tout, mais plusieurs vies à vivre en même temps. Et tout compte à égalité. Monsieur, est-ce que je dois venir travailler tous les jours? Alors honnêtement, mon premier réflexe, c'était pas de me casser les os de la tête. Mon premier réflexe, c'était de lui faire comprendre que, de toute évidence, ça n'allait pas bien fonctionner chez nous. Et je me souviens lui avoir répondu, écoutez, Thomas, c'est son prénom, écoutez Thomas, ici on travaille 5 jours sur 7, et le 6e et le 7e, on réfléchit à ses produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant. C'était la confrontation entre deux référents culturels, 2 systèmes de pensée, peut-être même 2 modes de fonctionnement, et nous n'avions pas du tout, à ce moment de nos vies, le même rapport au temps. Le polychrone qu'est Thomas, qui fait coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique, qui est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps, et Petite Poussette accélère ce phénomène, car au creux de la main, il y a ces informations disponibles, l'âge de l'accès, faisait face à quelqu'un que je vais caractériser de monochrone. Dessine-moi ta vie, pour moi la réponse est claire. Je suis dans une flèche linéaire, orientée, et je découpe passé, présent, futur. Mais si je suis sincère, je vais vous exprimer ceci, je ne vis jamais au présent, je ne suis jamais fun et carpe diem. Je me lève le matin et je vois ma journée comme une to-do list, comme une succession d'obstacles, comme quelque chose que je dois dépasser. C'est-à-dire que l'anthropologue dirait, je suis dans une forme d'anxiété diffuse. J'ai toujours tendance à ressusciter le passé,
Bon, c'est vrai, si je suis sincère, le matin dans ma voiture, je mets Radio Nostalgie, et après je me corrige, je pense à vous et à mes interventions, et à ce moment-là, je mets RFM, comme ça je suis sauvé. Et puis en général, je fais une flèche entre le temps qui passe et l'obligation de réussite. Et la famille qui est la mienne, que j'aime, m'a toujours dit, Philippe, ne perds pas ton temps. Philippe, nous nous saignerons pour que tu fasses des études. Et donc j'ai eu sur les épaules une belle injonction qui était de devoir réussir mes études pour ensuite pouvoir sortir de mon milieu social et certainement avoir la chance d'être avec vous. J'en ai toujours gardé en fait quelque chose qui est de l'ordre du mode de fonctionnement. Et quand j'étais DRH, soyons clairs, j'avais souvent tendance à accorder du crédit à des gens qui étaient dans mon viseur. Je me souviens que dans l'entreprise qui était la mienne, quand des personnes nous quittaient à 17h30, 18h, on leur disait « tu prends ton après-midi ». Il y avait une formule, c'est « tu prends un temps partiel en ce moment ». C'est-à-dire que j'étais dans un mode de fonctionnement qu'il convient à mon avis de fustiger, c'est celui du présentéisme. J'accordais du crédit à des gens qui étaient dans mon viseur. La personne en face de moi, dans ce bureau, elle ne fonctionnait pas comme ça. Elle avait envie de vivre pleinement différents îlots de l'archipel, différents épisodes de vie. Et quand ce garçon me demande « est-ce que je dois être là tous les jours ?» Peut-être que lui, il avait déjà en tête, c'était il y a très longtemps, mais le télétravail et l'opportunité en fait d'avoir véritablement plusieurs vies à vivre et en même temps. Un modèle que j'appelle en archipel. Et puis quelques minutes plus tard, j'assiste pas au plaisir de partager ça avec vous. Ce garçon me regarde à nouveau, et alors là pour moi c'est le coup de grâce, il me demande « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ?» Alors là, heureusement que j'avais lu quelques ouvrages d'anthropologie pour me casser les os de la tête. Cette question du sens, cette question de l'intérêt au travail, elle est posée aujourd'hui beaucoup plus intensément par beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes. Et alors je me souviens lui avoir répondu, écoutez Thomas, ici, la plus grande salle de réunion s'appelle la salle de confrontation. Ça n'a pas non plus créé chez lui de désir agissant. Dans l'entretien que je menais, mais c'est lui en réalité qui, au fur et à mesure, menait l'entretien, je faisais une découverte. C'est-à-dire que ce garçon m'interrogeait sur moi-même. Et je pense que c'est la plus belle des choses. Dans un passage de la tolérance à la reconnaissance, nous avons la chance de rencontrer des personnes qui nous questionnent sur l'essentiel. Quand ils me demandent est-ce qu'on doit être là tous les jours, ils me questionnent sur le temps. Quand ils me demandent est-ce qu'on prend du plaisir dans le travail que vous faites, ils me questionnaient sur tout simplement le sens de mon existence. Alors ce garçon, à ce moment de l'entretien, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et ça, j'ai envie aussi de le partager avec vous. Si on veut véritablement découvrir ce que j'appelle un talent. Un talent, c'est quelqu'un de différent, d'excellent au sens où il réalise des choses, vous le mettez au travail, c'est-à-dire qu'il délivre. Il est excellent, différent et généreux. Un talent, c'est quelqu'un, quand il travaille, qui transmet bonne pratique, tour de main et coup d'œil. À ce moment de ma rencontre avec lui, je ne sais pas. Mais ce que j'ai fait, et ça je vous le propose aussi, c'est que je me suis levé et on est allé, en fait, à l'étage du dessous, rencontrer des personnes pour qu'il se prépare en quelque sorte à son nouveau métier. Et alors ce garçon, il avait ce qu'un talent possède souvent, et le talent n'a pas d'âge. Rimbaud, son art poétique, je crois qu'il l'a perdu à 18 ans et demi. Chateaubriand écrivait jusqu'à 74 ans et Claude Lévi-Strauss à près de 100 ans. Le talent n'a pas d'âge. Le talent dépend de ce que Michel Serres appelle l'éducation de l'audace, de ce que nous allons nommer ensemble un environnement apprenant. Nous avons tous un talent. Et donc nous avons tous une possibilité en nous de faire vivre ce talent. Mais le talent dépend souvent d'une belle rencontre. À ce moment-là, je pense souvent au film Billy Elliot. Billy Elliot est un jeune adolescent dans une banlieue ouvrière dans Grande-Bretagne. Ce sont les années Thatcher. Et Billy Elliot, il est excellent, différent et certainement généreux. Mais il n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui le regarde. Et le talent dépend toujours en fait de la puissance de quelqu'un qui vous regarde. Il va voir son père, Billy, et il demande à son père « Papa, est-ce que je peux faire de la danse ?» Et son père n'a pas à ce moment l'envie de se casser les os de la tête. Son père lui dit « Non, Billy, tu feras de la boxe, car ici, un homme doit se montrer fort, courageux et viril. » Là, on est dans une très belle confrontation entre deux référentiels de sens, entre deux visions du monde. Dans le film, vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui va inverser le destin de Billy, renverser le stigmate, faire sortir quelqu'un de la discrimination,
c'est la professeure de danse, qui identifie chez Billy qu'un talent est là, qu'un talent est en germe et qu'il va pouvoir se déployer. Je pense que c'est notre responsabilité à chacune et à chacun d'entre nous que d'inventer un parcours en co-construction avec quelqu'un qui le mérite et qui, a priori, n'est pas né du bon côté, n'est pas né avec des gens qui vont co-construire son parcours de vie. Et donc, cet exemple de Billy Elliot m'invite toujours à souligner ceci. Dans nos organisations, le talent, c'est quelqu'un qui peut étonner et faire peur. Le talent, en fait, c'est quelqu'un qui vous questionne, qui vous renverse. On a plutôt tendance, si on est fatigué ou si tout simplement on n'est pas en bonne disposition, on a plutôt tendance à renforcer les gens qui nous ressemblent dans nos équipes, à renforcer le mimétisme et l'entre-soi. Le talent nous renvoie aussi à notre incompétence consciente. Le talent fait des choses avec aisance que nous avons parfois difficulté à faire. Et là, j'en appelle à un philosophe français qui est décédé il y a un peu moins de 2 ans et qui s'appelle René Girard. Je vous invite à parcourir les travaux de Michel Serres sur les jeunes générations, Petite Poussette, son dernier livre, C'était mieux avant, mais également en fait de parcourir les travaux très intéressants de René Girard, ce philosophe, à travers un livre au moins, qui s'appelle Le bouc émissaire. Et René Girard nous invite à penser que dans un mode de fonctionnement humain, il arrive souvent que 2 groupes puissants se fassent face et s'inquiètent, se fassent peur. Eh bien, dans l'histoire des religions, René Girard nous dit, souvent on met à mort un tiers. Dans nos équipes, l'interculturel, c'est la possibilité en fait de protéger les talents, de protéger des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas notre rapport au temps, qui n'ont pas notre rapport à l'espace et qui n'ont pas notre rapport à l'autorité. Ce garçon, là, à la fin de l'entretien, eh bien, j'ai marché avec lui. Et en marchant avec lui, en fait, je me suis aperçu que je découvrais quelqu'un. Je vous invite aussi à pratiquer ceci. Identifier un talent, c'est jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois et jamais tout seul. Et donc, j'ai croisé mon regard avec d'autres personnes qui ne pensaient pas comme moi, en me demandant, mais est-ce que ce garçon, à tes yeux, peut nous apporter? Et il nous a apporté, car il a signé coup sur coup 2 grands succès mondiaux, jamais seul, avec beaucoup d'acuité et d'élégance. Dans nos modes de fonctionnement, le plus grand risque, ça serait en fait de uniquement nous entourer de gens qui nous ressemblent. Nos modes de fonctionnement sont pluriels, divers. De la même façon, la génération que j'ai baptisée Y est extrêmement variée dans ses modes de fonctionnement. Je pense même, je vais vous le dire comme ça avec sincérité, que dans la jeunesse de France, nous n'avons eu jamais autant d'écarts de valeurs, d'attitudes et de comportements. Je ne suis donc pas y-ologue, j'ai bien en tête qu'en fonction de nos classes sociales, de l'extraction qu'est la nôtre, nous avons des modes de fonctionnement différents. Je vais vous présenter maintenant en complément 3 modèles d'organisation, c'est-à-dire 3 façons de fonctionner qui vont nous inviter à penser que si on veut pratiquer un management de la diversité, il convient de diversifier son management. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Dans nos équipes, si on intègre les talents, dans nos équipes, si on prend le parti de l'intergénérationnel, on va avoir face à nous, du point de vue du recrutement, de la gestion des carrières, de la formation, de l'accompagnement des parcours, des personnes qui vont nous inviter à nous étonner volontairement, à véritablement en fait nous inviter à avoir peut-être des postures différentes. Premier modèle d'organisation, c'était celui en fait qui a été le mien pendant longtemps et qui a fait ma vie et qui fait encore ma vie. Premier modèle d'organisation, vous donnez le stylo à quelqu'un et vous lui dites « dessine-moi l'entreprise » ou « dessine-moi l'institution ». La personne, en fait, fort naturellement, vous dessine une pyramide hiérarchique et elle vous dit « chez nous », et elle vous le dit fort naturellement, « chez nous, il y a des cadres. » Ah, alors ça, c'est une perspective intéressante, car il y a des cadres. Quand je suis dans d'autres pays que la France, c'est pas ce qu'on me dit en premier. Et puis la personne ajoute, il y a des cadres dirigeants, alors ceux-là sont en état de lévitation, ils tutoient les étoiles en général, et ils sont perchés très haut, c'est-à-dire que dans beaucoup de bâtiments, ce sont eux les mieux orientés. Ils ont une place de parking la plus proche de l'entrée, et on va même être dans des situations où ils sont tellement importants qu'ils sont hors cadre ou hors catégorie. Dans ce modèle d'organisation que j'ai baptisé la loyauté, modèle de la loyauté, on est toute sa vie au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Quand on est petit, on fait des études et puis on vous demande « Ah tiens, tu as fait des études ?» « Oui, oui, j'ai fait une école de commerce. » Eh bien, dans cet environnement culturel, la personne interroge le jeune et lui demande « Mais tu as fait une petite ou une grande école ?»
C'est un modèle d'organisation, c'est un schéma de vie en société dans lequel on est toute sa vie au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Cadre, passage cadre. Alors le passage cadre dans ce modèle de la loyauté, il est fondamental. Il ne disparaît absolument pas dans nos organisations, c'est quelque chose encore d'essentiel, et il peut même en fait concerner beaucoup de jeunes qui souhaitent passer cadre. C'est le passage de l'ombre à la lumière en quelque sorte. Ce passage est tellement important que certaines personnes me disent « mais Philippe, il n'est pas cadre, il est assimilé cadre, c'est pas pareil ». C'est-à-dire que dans ce modèle de la loyauté, on est au-dessus ou en dessous de quelqu'un, et les mots forts, c'est le rang, le statut, le mérite, l'ascenseur social qui fait que des enfants de faible extraction peuvent parvenir par l'école notamment au milieu, dans les classes moyennes, et les enfants de ceux qui sont en haut sont à peu près sûrs d'y rester. On voit bien que ce modèle est profondément métamorphosé, bouleversé en ce moment. Ce modèle de la loyauté, je le connais bien. Quand je suis rentré chez L'Oréal, on m'a dit 3 choses. La première, tu as de la chance. Alors il n'y avait pas de renversement de la présomption de compétence. Il y avait un ordonnancement hiérarchique pyramidal. Tu as de la chance. La deuxième, je vous en fais cette confidence, on m'a dit, ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. Le contrat psychologique du modèle de la loyauté, c'est d'échanger de la sécurité de destin. Je vais te dire ce que tu vas devenir chez moi, contre une très forte implication. Et au centre de votre vie, vous avez le métier et l'abnégation, l'effort. Cadre, agent de maîtrise, ouvrier. Catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C. Un de mes amis, Philippe Diribarne, sociologue de l'organisation, dont je vous invite à lire le livre magnifique qui s'appelle « La logique de l'honneur ». C'est une étude chez Péchinet dans 3 pays différents, la France, les États-Unis et la Hollande. Eh bien, Philippe Diribarne, dans ses travaux, nous invite à penser que ce modèle hiérarchique pyramidal de la loyauté, il renvoie à un ordre inscrit, ancien, qui est encore permanent chez nous. Et quand on distingue cadre, agent de maîtrise ou ouvrier, Philippe Diribarne nous invite à penser qu'il y a certainement un lien, une correspondance avec clergé, noblesse et tiers-état. Dans ce modèle de la loyauté, c'est le chef qui fait ta carrière. C'est peut-être même la personne qui a une influence sur le chef. Dans ce modèle, autre caractéristique, on ne parle jamais d'argent. L'argent n'est pas quelque chose dont nous devons faire état. Ça me rappelle en fait quelques expériences que j'ai vécues comme DRH. Quand j'avais quelqu'un dont je sentais qu'il souhaitait me parler rémunération, à ce moment-là j'avais une formule qui à l'époque marchait. Je lui disais « t'inquiète pas, ça viendra ». Ça marche de moins en moins. Mais on est dans cette perspective où on ne devait pas parler d'argent. C'était pas noble, c'était vil. Ce modèle de la loyauté, eh bien ici, j'ai la chance de le caractériser avec vous. On en appelle à l'effort, on en appelle au travail, et au centre de nos vies, le travail, si on en possède un, est absolument central. Philippe Diribarne nous dit, même si on perd son travail, si on perd son boulot, on perd tout. Et à ce moment-là, le plus grand péril, c'est de déchoir. Ce modèle d'organisation me semble encore très prégnant dans un certain nombre de grandes structures, dans beaucoup de nos administrations, mais également dans des PME familiales innovantes, dans lequel, en fait, l'ascenseur social possible est quelque chose qui est très stimulant. Modèle de la loyauté, hiérarchique pyramidale. Deuxième modèle d'organisation, vous donnez le stylo à quelqu'un et vous lui dites à nouveau « dessine-moi l'entreprise ». La personne vous dit « non, Philippe, je ne vais pas dessiner l'entreprise car je n'ai pas confiance ». Ah, je vais te dessiner ma carrière, c'est tout à fait différent. Alors ça, évidemment, je le rattache aussi à ma propre histoire de vie. Un jour, mon père est rentré à la maison et ça n'allait pas. Il était blême, mais il s'est assis, mon papa. Il avait un peu moins de 55 ans. Et maman, qui était à la maison, mon frère était présent, il s'est adressé à nous. Et il nous a dit, avec sincérité, mais apparemment difficulté, je viens d'être placé en pré-retraite. Mon père n'a jamais retrouvé de travail alors qu'il en cherchait. Ce jour-là, je me suis dit, tiens, je ne ferai pas confiance aux organisations, elles n'ont pas de mémoire. C'est moi-même qui vais essayer, autant que puis-je le faire, d'être mon propre entrepreneur, d'être employable. Et donc ce deuxième modèle d'organisation, c'est un modèle dans lequel ce qui fait ta carrière, c'est d'abord la résistance de ton corps. Le modèle de l'employabilité, les mots forts, c'est mobilité géographique. Alors ici, pour les plus anciens, vous vous souvenez sûrement le temps dans les années 80 où on nous a dit pour faire carrière, il faudra être mobile géographiquement, il faudra bouger. Puis ensuite, mobilité professionnelle. On nous a dit qu'il faudra avoir plusieurs métiers différents.
Et il faudra se former tout au long de la vie. Et puis, troisième mobilité, mobilité familiale. C'est la multirésidentialité. Je suis absolument sûr que vous avez dans vos équipes, autour de vous, parmi vos collègues, que vous vivez peut-être la multirésidentialité. Nous sommes la semaine en un lieu et nous retrouvons notre conjoint, notre famille, le week-end. Mobilité géographique, mobilité professionnelle, mobilité familiale. Dans ce deuxième modèle d'organisation que j'ai appelé avec mes équipes l'employabilité, le chef devient manager, la rémunération s'individualise, et là on distribue des parts variables. Et puis, Philippe Diribarne dont j'ai parlé nous dit, eh bien là on ne doit pas penser la perspective latine du premier modèle, la loyauté, on doit penser la perspective anglo-saxonne de différentes motivations dans lesquelles interviennent les chasseurs de tête pour la population cadre, les réseaux d'anciens et l'entretien patient, en fait, d'une densité de relations. Dans vos organisations, dans nos administrations, dans les associations qui sont les nôtres, il y a coexistence des deux modèles. Et c'est parce qu'il y a coexistence des deux modèles et qu'il faut lire ligne par ligne que nous avons face à nous cet enjeu interculturel magnifique. Nous allons devoir de plus en plus nous étonner volontairement de gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Et je pense que ça va être de plus en plus amplifié par le digital et par le numérique. Troisième modèle d'organisation, je l'ai baptisé avec mes équipes la communauté de métiers, et j'en appelle, si vous voulez, à l'imaginaire californien d'un Google, d'un Apple, d'un Facebook, de cabinets d'avocats, de cabinets d'architecture, quand ils ont atteint une certaine taille. Et j'ai pris quelques photos qui nous amènent en fait à essayer de rentrer dans le mode de fonctionnement de ces firmes. Je pense que ça concerne en France une minorité de nos jeunes notamment, peut-être 10 à 15% seulement. Les jeunes de France en appellent au premier modèle, la loyauté. Je sais que quand j'exprime ça, je déconstruis souvent une idée reçue. Mais ce modèle-là de la communauté de métier, eh bien, il est assez spectaculaire, hein. Vous avez comme ça face à nous des gens qui ont plusieurs écrans. Ils sont avec vous, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Dans l'univers des travaux publics, du bâtiment, on voit l'émergence aussi de jeunes qui ont un casque et qui, dans les baraquements de chantier, sont avec vous, là encore, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Et puis, c'est l'imaginaire du projet. On a différentes personnes qui vous évaluent. Si dans le premier modèle, la loyauté, c'est le chef qui fait ta carrière, si dans le deuxième, c'est toi, les chasseurs de tête si tu es cadre, et la mobilité, dans le troisième, ici, il convient d'être identifié comme un talent pour conquérir de la grandeur dans un réseau professionnel. J'ai pris cette photo. Alors, il y a aussi un petit canard au centre, là, je ne sais pas si vous l'identifiez, il y a des vélos, il y a l'imbrication du hors-travail dans le travail, et on commence à voir émerger en entretien de recrutement des questions comme est-ce qu'il y a une douche chez vous le midi? Parce que moi, je souhaite faire du sport et j'ai envie le midi, en fait, de pouvoir pratiquer mon sport. Et puis, je vais vous montrer une deuxième photo incroyable pour moi. C'est la photo d'une jeune femme directrice marketing qui, de toute évidence, accélère. Stéphane a évoqué le galop tout à l'heure, hein, le rythme. Donc là, vous avez quelque chose qui déstructure l'espace. On est dans quel pays? Quand j'ai vu la première fois ces photos, je me suis dit, tiens, on est en Scandinavie ou on est... Non, tenez-vous bien, on est à Zurich. C'est pas du tout l'idée que je me fais de l'ascétisme alémanique. On est à Zurich. Troisième photo, je ne résiste pas au plaisir de vous la montrer. Là, on est dans l'imbrication du hors-travail dans le travail. Et on voit émerger de plus en plus ces demandes de personnes qui vous disent les yeux dans les yeux, mais est-ce qu'on s'amuse chez vous? Et je sais qu'ici, un certain nombre d'entre vous sont soucieux aussi d'offrir ces espaces à leurs équipes. Alors ces trois modèles d'organisation, là ici c'est une photo encore plus spectaculaire, hein, mais j'ai le souci de respecter ce timing, mais là vous avez, je vous laisse imaginer dans le premier modèle la discussion en CHSCT sur l'achat de neige artificielle, ou la possibilité de se réunir. C'est incroyable cette photo. Ces trois modèles, loyauté hiérarchique pyramidale, modèle latin, modèle du père, qui renvoie en arrière-fond, nous dirait Diribarne, au catholicisme social. Modèle de l'employabilité, qui renvoie en arrière-fond aux différentes formes de protestantisme, et peut-être à la figure de Max Weber en sociologie, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, dans lequel, dans le deuxième modèle, sur les billets de banque, je pense aux États-Unis, vous avez une God we trust. En Dieu, nous avons confiance. On peut faire de l'argent et être entrepreneur. Troisième modèle d'organisation, la communauté de métier. Vous appartenez à une petite troupe qui vous identifie comme un talent, excellent, différent, généreux.
et vous participez de cette aventure. Ce qui me vient à l'esprit, vous savez, c'est une série que j'apprécie, c'est Ocean. C'est une série avec Brad Pitt, avec George Clooney, avec Julia Roberts, et qui en ce moment vit une nouvelle version. Ce sont des personnes qui se rassemblent en un temps court, mobiles, pour exercer une action ensemble. C'est l'imaginaire du Cirque du Soleil, et nous sommes ici dans un lieu magnifique qui me fait penser à cet art aussi du spectacle. On est appartenant à une troupe. Michel Serres parlerait de génération polytribale. On appartient à une petite tribu d'appartenance qui vous confère en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'identité. Ces trois modèles nous amèneraient à penser cette dernière photo. Là, vous avez, tenez-vous bien, un caisson de ressourcement. L'homme que je suis, il voit un très grand danger, mais c'est mon regard, ma vision. C'est-à-dire que l'employeur va tellement loin dans l'organisation du travail de ses équipes qu'il leur offre un temps pour tout. Et là, vous avez un caisson de ressourcement, toujours chez Google, où on est en luminothérapie, en odorama, on visionne des films. Alors, vous voyez la question que ça pose pour un entrepreneur, pour une responsable économique et solidaire, pour quelqu'un en fait qui vit le cœur battant de notre pays. C'est jusqu'où l'employeur s'insinue en fait dans l'organisation du temps de travail de nos équipes. C'est une magnifique question. Très souvent, nous donnons du temps libre, mais donnons-nous du temps libéré psychologiquement vraiment? Et quelle est ma responsabilité en fait pour t'offrir à toi des espaces authentiques de ressourcement? Alors ces trois modèles d'organisation, dans mes travaux, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de les caractériser. Je vous donnerai ce tableau, loyauté, employabilité, communauté de métier. Je ne vais pas beaucoup plus loin parce que le temps presse, mais juste vous dire que dans le troisième modèle, là, de l'apprentissage sans frontières, si dans le premier c'est le chef, si dans le deuxième c'est le manager, dans le troisième c'est le coach qui fait grandir. Et puis dans le troisième, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est la figure un peu tutélaire des responsables dans ce troisième modèle. Je pense à Steve Jobs. Quand Steve Jobs est décédé, vous vous souvenez peut-être, pour moi il participe de cet imaginaire du troisième modèle de la communauté de métier. Quand Steve Jobs est décédé, en fait, les personnes d'Apple ont placé son portrait pendant 3 semaines à l'écran. Et dans une illustration anglo-saxonne, fond blanc, lui en noir, date de naissance et date de décès. C'est resté 3 semaines. Quand M. Marjorie est mort chez Total, c'est resté 5 heures sur le site de Total. Quelle est la seule personne que les gens d'Apple aient placée à l'écran de leur site mondial et qu'ils aient considéré comme l'égal de Steve Jobs? C'est quelqu'un qui est mort après Steve Jobs et qui, pour moi, est une figure absolument centrale de l'émancipation, de l'égalité, de la lutte pour les droits. Vous l'avez peut-être en tête. Mes étudiants, tout de suite, iraient chercher dans le creux de la main la bonne réponse. C'est Nelson Mandela. Et Nelson Mandela a été placé aussi par les équipes d'Apple pendant 3 semaines. Là, ça pose des questions absolument magnifiques pour moi de quelle est la responsabilité d'une entreprise, quelle est sa place par rapport aux États-nations et quelle est l'organisation du monde face au capitalisme en construction. Quand j'ai cette conversation avec mes étudiants qui ont 21-22 ans, je défends moi l'idée que c'est Nelson Mandela qui, dans l'histoire de l'humanité, va laisser la plus grande trace. Et ce qui est passionnant pour moi, et je le prends vraiment avec un optimisme raisonnable comme un objet de co-construction, c'est que mes étudiants me disent « Mais non, Philippe, dans le quotidien de nos existences, dans la façon de fonctionner, c'est peut-être un homme comme Steve Jobs qui a le plus révolutionné nos manières de faire. » Là, vous êtes face à une situation que je vais baptiser avec vous de multiculturelle. J'ai mes convictions, j'ai mon histoire, mon éducation, mon rapport au temps, à l'autorité, à l'espace, et je fais face à des gens qui m'amènent en fait, dans un premier temps, à ne pas être d'accord et à m'étonner. L'enjeu pour nous, et nous le savons, c'est de passer de la tolérance à la reconnaissance. C'est de passer du multiculturel à l'interculturel. Et je reprends cette phrase de Lévi-Strauss qui pour moi fera en quelque sorte le lien avec ce que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, de savoir à l'avance toujours ce que l'autre pense et qui en général est notre modèle. Je te transforme en chose et la chose c'est moi. Moi le siège et la filiale. Moi Paris et les régions. Moi l'ancien et toi le jeune. Non, l'important est de m'ouvrir à la raison des autres, c'est-à-dire de questionner l'autre, de se questionner, mais plus encore de se laisser questionner. Et dans une perspective d'étonnement volontaire, il y a un très bel enjeu, c'est de pratiquer en fait des moments où on crée un espace de parole,
pour que la personne fasse état dans nos équipes, autour de nous, en famille, de nous livrer son regard, sa manière de faire. Pour conclure, car vous sentez chez moi que c'est une passion, c'est un choix de vie aussi, la perspective interculturelle, c'est un engagement. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous ces quelques images. Faire de son entreprise une entreprise, comme le disait Stéphane tout à l'heure, apprenante, c'est-à-dire faisant le pari de l'intelligence de tous les collaborateurs, de toutes les collaboratrices, c'est faire preuve de courage, car c'est faire preuve d'un dépassement des idées reçues. Et comme nous sommes ici en France et en Europe, je vous montre ça. Alors ne le voyez pas comme une perspective politique européenne, mais plus largement les pays d'Europe. Dans un monde où on sait toujours à l'avance comment les autres fonctionnent, on a tendance à écrire ceci. Au paradis européen, les Français et les Belges sont les cuisiniers. Les Italiens sont les amants, je ne ferai pas de commentaires. Les Anglais font la police, je n'en ferai pas plus. Les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Alors ça, c'est une perspective où on sait toujours à l'avance comment les autres fonctionnent. Ce n'est pas celle qui nous conduit, a priori, à la vérité, à la reconnaissance. Et donc j'aime beaucoup montrer que dans la vraie vie, quand on travaille avec des gens qui ne nous ressemblent pas, c'est bien souvent un passage entre paradis et enfer. Et l'enfer, vous le savez bien, c'est quand les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent et le tout est organisé par les Italiens. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et... Je nous souhaite à toutes et tous de nous casser les os de la tête, à telle enseigne que, et je vous remercie beaucoup de ces applaudissements, quand à la fin d'un cours, en Afrique du Sud, au Maroc, au Canada, en France aujourd'hui, mes étudiants de toute évidence ont apprécié aussi, vous savez ce qu'ils font? Ils sortent leur téléphone et sur leur téléphone, il y a une application applaudissements Brésil, car ils savent que j'aime le Brésil. Eh bien, dans l'amphithéâtre, j'ai en quelque sorte une symphonie digitale et numérique qui m'amène à penser qu'on a vraiment un travail ensemble de co-construction autour de nos différences. Je vous remercie à nouveau. Merci beaucoup. Alors, je suis à votre entière disposition. On l'a prévu comme ça, Stéphane. J'avais des indices. Oui, vous aviez des indices. Merci beaucoup. Bon. Et Philippe, merci vraiment à vous parce que c'est presque une déchirure d'accepter la proposition que vous nous faites de mettre un terme à l'intervention. J'espère que tout le monde a trouvé ça aussi intéressant que je l'ai trouvé pour ma part. On a encore, merci d'avoir tout fait pour tenir le timing, on a encore, à moins qu'on soit tous affamés, assoiffés, quand même sereinement 5-10 minutes devant nous, 10, pourquoi pas un quart d'heure, hein, si on va boire l'apéro à moins le quart, c'est une belle heure, pour échanger un peu. Alors, on va faire comme d'habitude, on ne fait pas la première question, on passe tout de suite à la deuxième et à la troisième, puisque la première elle est toujours difficile. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, comme réflexion, comme question? Profitez de la présence de Philippe. Avec plaisir. Est-ce que parmi vous, quelqu'un souhaite lever le bras, prendre la parole? Je vois Gérard. Gérard et non pas Bernard, hein, encore mes excuses. Votre sentiment sur les mouvements actuels au niveau, dans le cadre des universités? Il renforce chez moi en fait la conviction qui consiste à penser qu'il n'y a pas une jeunesse de France homogène dans ses pratiques, ses représentations, ses façons de faire, mais que nous faisons face en fait à des jeunes qui n'ont peut-être aujourd'hui jamais été aussi différents. Ça, Stéphane, c'est ma conviction. Je ne suis pas Y-ologue, j'essaye de ne pas l'être. L'Y-ologue, c'est quelqu'un qui vous dit, puisqu'on connaît l'âge de quelqu'un, on va savoir comment il fonctionne dans nos équipes et comment, par exemple, il aura un sentiment plus ou moins acceptable des examens et puis de la sélection à l'entrée. Ce que je constate, vraiment, je voudrais insister là-dessus, c'est que la jeunesse de France n'a jamais été aussi diversifiée. Je prends un exemple, la mobilité. On dit nos jeunes sont mobiles. Les jeunes qui sont mobiles sont des jeunes qui sont le plus souvent à côté de nous, dans des cercles dans lesquels on peut prendre des avions qui nous amènent à Barcelone, à Dublin ou ailleurs. Mais une très grande partie des jeunes, si vous êtes dans un bassin d'emploi plutôt favorable, je pense à une partie de l'Alsace ou une partie de la Vendée, vous déplacez votre logistique de 20 km et là, à ce moment-là, vous perdez la moitié de vos forces jeunes. Donc c'est pour moi une obligation, c'est que si on veut avoir un management innovant, si on veut avoir des universités dignes de ce nom, c'est-à-dire des espaces de liberté et de co-construction,
il faut en fait faire un travail permanent de déconstruction des idées reçues. Et donc, dans notre pédagogie à l'université, par exemple, se tourner vers les praticiens et vers le monde de la recherche pour mettre ensemble pratique, enseignement et recherche, c'est-à-dire des mondes qui souvent ne se connaissent pas bien, parfois même ont une certaine timidité sociale les uns envers les autres. Et donc ça, c'est un enjeu encore, vous le sentez monsieur dans mon propos, interculturel, de dépassement des idées reçues. Donc là-dessus, pour moi, deux choses. La jeunesse de France n'a jamais été aussi diversifiée qu'aujourd'hui, je le crois. Et puis, au sein de cette jeunesse, les grécologues n'en parlent jamais, mais pour moi, c'est très important. Vous avez des jeunes dont le patronyme, la couleur de peau, l'idée que je me fais de leur système de pensée ou de leurs croyances religieuses, les amène, quand ils envoient un CV, à avoir moins de chances, objectivement, d'être reçus en entretien. En quelque sorte, ils ne sont pas tout à fait d'ici, alors qu'ils sont nés ici et que ce sont nos compatriotes. Et leurs parents sont nés dans un autre pays. Quand ils retournent dans leur supposé pays d'origine, on leur fait comprendre aussi qu'ils ne sont pas non plus tout à fait de là-bas. C'est quelque chose que le sociologue kabyle Abdelmalek Sayad a baptisé de la double absence. Et je suis heureux de partager aussi avec vous. Comment, dans notre pays, une grande partie de cette jeunesse, qui peut être victime de cette double absence, va nous amener avec elle à passer de la double absence à la triple présence. Ils sont ici, là-bas, et ici et là-bas en même temps, par le digital, par la présence sur les sites internet, dans les diasporas. Et moi, je vais vous dire ceci pour l'université, mais plus largement pour notre société. C'est l'expérience du travail qui émancipe, d'abord. À mesure que les grands systèmes porteurs de sens, armée, école, église, perdent peut-être en puissance de dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous, et à mesure qu'on passe du centre à des centres, vous avez, et nous avons ici, je pense, une magnifique responsabilité. C'est par le travail, par le bâtiment, par la construction, par l'économie sociale et solidaire, la possibilité en fait de conférer à quelqu'un qu'une dignité, un chemin est possible. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime. Je pense qu'on rend libre quand on donne de l'emploi, on rend libre quand on donne du travail, et dans la société française, c'est nous rapprocher de gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Et ça, c'est quelque chose qui est une belle voie, notamment en rapport à votre question, pour l'université. Moi, je suis universitaire aujourd'hui, j'ai travaillé dans une entreprise privée et j'ai essayé d'articuler ça avec de la recherche. On a besoin, en fait, de se frotter à des personnes qui ne nous ressemblent pas et pour construire quelque chose d'autre, vraiment. Merci Philippe pour cette réponse, parce que je pense qu'elle va résonner particulièrement pour beaucoup, mais peut-être pour celles de 3 personnes qui sont dans la salle et qui accompagnent notamment des jeunes et moins jeunes en situation d'insertion sur le travail dans le Domarois. Je leur laisse un clin d'œil parce que c'est des sujets très importants. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, je vois. Et avant la question Stéphane, parce que je vais répondre aussi, mais ah pardon, excusez-moi. Non, je crois beaucoup, je crois à ça, pour des managers, des dirigeants, des partenaires sociaux, venez enseigner. Je sais que vous le faites. Venez présenter ce qui fait vos passions, venez présenter ce qui fait vos parcours de vie. D'abord, c'est la meilleure façon de se faire connaître si jamais on a un déficit d'attractivité. Et après, c'est la meilleure façon de recruter. Car à la fin d'un cours réussi, en fait, des jeunes et des moins jeunes viennent à nous et à ce moment-là, on a la chance de croiser notre passion. Donc ça participe pour moi pleinement de la réponse à cette question. Croisons nos univers et allons à la rencontre de jeunes qui parfois même ne pensent pas à nous. Et madame, vous aviez une question avec grand plaisir. Bon, excusez-moi. Julien Pichon, architecte. Je voulais à la fois faire un remerciement et vous poser une question. Un remerciement parce que j'ai une activité annexe à mon métier principal qui est d'enseigner à l'université et vous m'avez un peu éclairé sur certains de mes étudiants de 20 ans qui passent leur temps à remettre en question ce qu'on leur enseigne, en disant ça sert à quoi, ça sert à rien, voilà. Ils questionnent beaucoup, mais ils sont tout le temps dans la remise en question. En gros, vous servez à rien, ou ils viennent pour cours parce qu'ils ne s'intéressent pas, enfin bref, puis à la fin ils doivent se présenter au jury alors qu'ils n'ont pas suivi les cours, on leur dit comment vous voulez répondre, bon, voilà. Donc ça m'a éclairé sur pas mal de choses. J'avais une question, c'était sur le 3e modèle. Oui. Celui des Google qui, comme ça, intègre en fait vie privée, vie professionnelle, mélange tout et ainsi de suite. Moi, d'une certaine manière, ça me fait un peu penser à ce qu'il y avait ici avec les houillères il y a un siècle, où on naissait dans les houillères, on était à la pouponnière des houillères, on était à l'hôpital des houillères, on était à l'école des houillères, on devenait mineur et on était enterré par les houillères.
Donc un modèle qui pour moi est complètement archaïque et qui fusionne tout. Et j'ai un peu l'impression, je ne sais pas quelle votre analyse là-dessus, mais que ces modèles où bah oui, on fait du sport, on a les loisirs avec Google, limite on a son compte en banque. Bon journaliste dirait. Quelle est la question, Julien? La question c'est qu'est-ce qu'on doit penser de ça et où est-ce qu'on va avec ça? Où est le danger? Oui, bah vous avez pointé le danger. Dans le premier modèle de la loyauté, en fait, la pyramide hiérarchique, on va retrouver peut-être un capitalisme industriel d'il y a quelques années, encore présent. Le travail est très influent sur la définition même de notre identité tout court. Et donc, comme vous le dites, monsieur, on peut avoir un conjoint qui a accédé à un emploi par notre travail, et puis nos enfants peuvent être encadrés par les écoles de l'entreprise qui nous emploie. On voit bien ce modèle. Dans le deuxième modèle, c'est l'individu qui prime, l'employabilité, sa mobilité. Dans le troisième modèle d'organisation, je crois qu'on va retrouver des traits du premier. Quand on en appelle au campus, quand on donne la possibilité d'avoir de la conciergerie, quand on vous propose ces caissons de ressourcement pour, à un moment donné, vous ressourcer, eh bien, je vais reprendre votre mot, il y a danger. C'est un système que je baptise, moi, managinaire, c'est-à-dire qu'on manage les imaginaires. L'imaginaire, c'est peut-être de replacer au centre de notre existence la contrainte du travail. Je dis la contrainte, c'est-à-dire une seule définition possible. Donc moi, je me pose toujours la question dans ces entreprises-là qui affichent beaucoup de diversité, mais en leur sein, y a-t-il véritablement des équipes réellement diversifiées? Hommes, femmes, âges différents, trajectoires de vie différentes, situations de handicap visibles ou invisibles, qui soient véritablement différents. Je ne suis pas du tout certain. Et là, bien évidemment, je me remémore en fait des apports d'un homme qui est Michel Crozier, et qui a été pour moi un sociologue important dans mon parcours. Et Michel Crozier nous invitait toujours à penser qu'il y a ce qu'une entreprise affiche, le discours officiel, ce que les gens font, les pratiques réelles. Et le troisième niveau, Stéphane, est peut-être le plus important pour nous, c'est le niveau du ressenti et du vécu. Ce qu'on affiche, alors là on va en appeler à la modernité, la logique de rattrapage, le digital, les écrans, les équipes déspatialisées dans ce modèle, ce qu'on affiche. Ce que les gens font, et troisième niveau, et c'est pour moi un engagement, comment dans nos équipes, comment autour de nous, les gens ressentent en fait le travail qu'ils font. Et là-dessus, Stéphane le sait, de façon très concrète, très prosaïque, j'aime bien dans nos équipes pratiquer la note d'étonnement. Quels sont les 5 points qui vous étonnent depuis que vous êtes dans mon équipe? Faites-le avec des mots, mais ça c'est presque trop classique. Faites-le avec des images, les mots, les images et la vidéo. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous? Et là on est dans une perspective que j'appelle interculturelle. C'est une perspective dans laquelle on crée un espace de parole pour s'entendre quelque chose qu'on a dire quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Je ne suis pas certain, pour répondre à votre question, que les dirigeants de ce troisième modèle aient systématiquement envie de créer des espaces de parole authentiques pour s'entendre dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et si vous me demandez de prendre parti, je crois que le modèle le plus protecteur des destinées humaines reste le premier modèle de la loyauté. Mais à condition, en fait, qu'on puisse faire que ceux qui sont désœuvrés, qui sont désaffiliés, accèdent à ce modèle. J'insiste, c'est le travail qui rend libre, c'est la praxis, c'est le travail en commun qui fait que nous allons nous connaître davantage. Voilà, c'est une réponse que je vous fais avec mon cœur, avec passion, parce qu'il y a un quatrième et un cinquième modèle. Le quatrième modèle, c'est un modèle en archipel dans lequel les jeunes me disent, plutôt jeunes, eh bien, moi je suis expert comptable chez vous, monsieur, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, moi, ma passion, c'est la sculpture. Et c'est tellement une passion que j'en vis sur Internet. J'ai créé un site, en fait, avec mes œuvres, et j'en tire un bénéfice. Le vendredi, je distribue des repas, car moi, ce qui donne sens à mon existence, c'est le travail chez vous, bien sûr. C'est la sculpture, mais c'est aussi, en fait, l'implication pour les personnes qui sont à côté de moi et qui sont désœuvrées. Ça, ce modèle-là, je vous propose de l'appeler le modèle en archipel. On n'a pas un centre, on a plusieurs centres, on a potentiellement plusieurs sources de gratification, de rémunération, et on a plusieurs vies à vivre et en même temps. Ça, c'est le quatrième modèle. Et puis le cinquième, d'un mot, c'est les entreprises plateformes. Je pense à, dans le taxi, Uber, par exemple.
C'est-à-dire que là, on va être dans des modèles beaucoup plus contraints, beaucoup plus subis de toute évidence, dans lesquels vous allez chercher, en fait, via la toile, des occasions d'emploi. Ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que nous allons faire face à des modèles d'organisation et peut-être à des volontés humaines de plus en plus diversifiées. Et pour vous dirigeants, pour vous partenaires sociaux, pour vous managers, pour nous tous, il y a véritablement à faire l'effort de se dire que mon histoire m'a amené à préférer un modèle. Quand ce jeune me demande s'il doit être là tous les jours, je vous laisse l'imaginer pour moi. Je n'ai qu'une envie, c'est de le faire sortir de mon bureau. Et j'aurais fait une grosse erreur, car il était un talent. Et en fait, il convient donc de pratiquer cette diversité du management. C'est des choses très concrètes, hein. Je vous le dis aussi en un temps très court. Pratiquer l'étonnement volontaire par des notes de questionnement. Dans les parcours d'intégration, multiplier les vies ma vie avec 1 journée, 2 journées d'observation dans une équipe. Croisons les expériences avec du parrainage, du tutorat, avec des anciens et des moins anciens. Et puis je vous donne quelque chose qui est en lien avec les trophées à l'instant, en lien avec les vidéos. Pratiquer la vidéothèque de témoignages de personnes qui ont 45, 50, 55 ans, 60 ans. Des personnes qui partent en retraite. Et d'une certaine manière, culturellement, même si on souhaite l'inverse, on est avec le temps loin des yeux, loin du cœur. Faites-leur faire une petite pastille vidéo de quelques minutes avec un plus jeune ou avec quelqu'un qui est plus âgé qu'eux mais qui est plus à l'aise dans les technologies. Et vous leur demandez en fait de témoigner de la passion qui a été la leur pendant ces années passées avec vous. La première chose que fera Petite Poussette, le livre de Michel Serres, cette jeune femme adolescente là, qui vit la quotidienneté de l'usage des technologies, pour vous connaître, c'est qu'elle ira cliquer sur vidéo. Et elle essaiera en fait de saisir la manière dont on travaille chez vous et la passion en fait que vous avez pour intégrer des gens différents. Les mots, les images, la vidéo, ben voilà, c'est un très bel horizon pour nous, hein, de transformation des organisations et peut-être même en fait de diversité des pratiques managériales. J'ai remarqué avec le temps qu'un talent jeune, c'est quelqu'un qui est très sensible à la manière dont on accompagne les anciens et des personnes même fragiles et vulnérables. Michel Serres nous dirait tout simplement, pour une raison parmi d'autres, c'est que, vous le savez, une petite fille qui naît a une chance sur 2 d'être centenaire en France. Donc nous allons avoir une coexistence générationnelle de plus en plus intense. Et beaucoup de ces jeunes sont nés ou ont grandi dans des familles autres que nucléaires. Un papa, une maman pour longtemps. Autour d'eux, il y a plusieurs papas, plusieurs mamans, et il y a la présence des grands-parents. Je n'ai pas connu mes grands-parents très longtemps. Par contre, de plus en plus de nos jeunes, de plus en plus de nos enfants connaissent leurs grands-parents et ont la possibilité comme ça d'avoir l'affirmation d'autres figures tutélaires. Ce modèle-là, eh bien, nous le baptisons en archipel. Il n'y a pas un centre, il y a plusieurs centres, il y a plusieurs figures d'autorité possibles. C'est ce que nous vivons dans la société française. Et les talents font des ponts, des liens et des correspondances entre les îlots. C'est ce que je nous souhaite d'accompagner. Merci Philippe, merci. C'était la conclusion ou on prend une dernière? Avec plaisir. Il y en a peut-être une dernière? On s'autorise 1 ou 2 minutes? Voilà, je vois que ça suscite des... Allez-y. Daniel Cohen, je ne sais pas si vous m'entendez. Daniel Cohen, dans une interview récente, prenait le cas d'un des étudiants dont il accompagne la thèse, un de ses étudiants à l'école normale sup. Et il disait, un exemple pris par cet étudiant, donc du cas de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise. Le premier jour, je fais une tâche, le deuxième jour, je fais la même tâche, le troisième jour, je ne dois pas m'étonner qu'un logiciel me remplace. Est-ce que le défi n'est pas aussi celui-là? Si, tout à fait. Parler d'intelligence artificielle, là, non? Oui, puis je le vois de façon très prosaïque sur... quand ce jeune dans mon bureau me demande est-ce qu'on doit être là tous les jours et qu'il ajoute est-ce qu'on s'amuse chez vous, ce qui a résonné après chez moi, c'est la question du sens, mais plus encore du cap et du cadre. Le cap, c'est pourquoi on est là. Donc c'est très concrètement, quelle est la stratégie de votre organisation? Expliquez-moi en fait où on va. Moi, si je suis sincère, je suis rarement allé voir mes supérieurs hiérarchiques pour leur demander en fait où est-ce qu'on allait. J'aurais eu trop peur de les mettre en difficulté. Et puis la deuxième chose, en fait, c'est, en plus du sens, pourquoi on est là, c'est comment tu fais. Ah, c'est pareil, culturellement, je n'allais pas voir mes collègues, et moins encore mes dirigeants, pour leur demander comment on fait. Ça aurait été, moi, dans mon système culturel, me montrer fragile et vulnérable. Et donc, vous voyez bien notre enjeu, et dans vos métiers, c'est un enjeu qui est gagnant, que vous réussissez, à mon avis, à faire. C'est que quand on ne sait pas,
et qu'on est dans cette situation que j'appelle d'imposture, c'est-à-dire d'incompétence consciente, on va voir des personnes qui transmettent tour de bain, bonnes pratiques et coup d'œil. Conservez-le, ça. Je pense que c'est un des plus belles richesses de vos métiers, de vos organisations. Mais moi, si je suis sincère, moi, dans mon parcours, eh bien, on me demandait d'avoir une tâche, puis une deuxième tâche, et si je ne savais pas faire la tâche, c'était très très différent d'aller voir un père, ou d'aller voir PAIRS, ou d'aller voir le père, PERE, pour lui demander « apprends-moi ». Là, on a un bel enjeu. C'est quand on a autour de nous des gens qui sont en situation d'imposture, d'incompétence consciente, leur tendre la main et leur dire « bah écoute, je ne sais pas tout à fait quel est le sens au sens de la stratégie, mais je vais essayer de te montrer en fait comment on fait, et je vais passer du temps avec toi. » Un talent, c'est quelqu'un qui vous demande beaucoup de relations personnalisées, j'insiste aussi là-dessus. Daniel Cohen, ce professeur de l'École normale supérieure que vous citez, économiste, je pense qu'il serait d'accord avec moi. En fait, si on veut fidéliser quelqu'un d'intéressant, il faut lui parler d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut lui montrer qu'on est capable de co-construire son projet de vie tout court, et que ce projet de vie passe par notre organisation, notre entreprise ou notre administration. Un talent, ce n'est pas quelqu'un qui veut apprendre, il n'a pas envie d'une tâche. Un talent, c'est quelqu'un qui a envie d'un périmètre de déploiement, et il a envie d'apprendre à apprendre. Dans nos organisations, je pense que c'est un très bel enjeu. Et ça fait écho, je pense, à la question, monsieur, que vous posez. Et en fait, c'est le mot que vous venez d'utiliser, c'est le mot envie. Envie. Tout simplement. Voilà. Merci à Gérard, Julien, Olivier. J'ai vu 2 mains se lever, on en prend une toute dernière, courte si possible. Vous mettez, on tire à pile ou face, j'avais vu 2 autres mains se lever. Si l'Assemblée, on est d'accord. Si vous en avez une main, vous me huez, puis on va à l'apéritif. Oui, une question très rapide. Dans les 3 modèles que vous avez exposés, oui, est-ce que vous croyez possible que dans une même entreprise, oui, on arrive à avoir la coexistence des 3 modèles? Et bien sûr. Premier modèle hiérarchique pyramidal, la loyauté, modèle latin, alors que Diribarne, le sociologue dont j'ai parlé, renvoie à la centralisation du pouvoir de Rome autour du bassin méditerranéen, à l'émergence de la figure du père. Le père a fait ce que tu fais, donc il est capable, et ça renvoie aussi à la question précédente, de t'apprendre les tours de main, les bonnes pratiques, il n'est pas que dans la tâche. Eh bien, c'est un modèle où on n'est pas au service du père, mais on lui rend service. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense que dans un hôpital, je pense que dans une administration publique, je pense que dans une centrale logistique, vous avez la permanence de ce modèle. Et puis à côté, vous avez un service commercial, je vais prendre cet exemple-là. On peut penser que, pour moult raisons, il est plutôt centré sur la notion de client, il est plutôt centré sur le contrat, le modèle du contrat entre pairs, et qui va plutôt fonctionner sur cette deuxième catégorie. Et là, vous allez faire coexister la loyauté hiérarchique pyramidale et le modèle de l'employabilité plutôt anglo-saxon. Et puis sur quelques postes critiques, on peut penser au SI, mais pas seulement, on peut penser à des experts en chimie fine, on peut penser à des personnes qui sont sur des pratiques rares et qu'on a envie de conserver. Eh bien, on est dans le 3e modèle, la communauté de métier identifiée comme un talent. En fait, mes 3 colonnes, il faut les lire ligne par ligne. C'est pour vous, en fait, et c'est pour nous, je pense, davantage de complexité, d'imprévisibilité, mais moi je le prends très positivement, en fait, c'est l'obligation permanente de se casser les os de la tête. Et donc de créer, dans le présentiel, les yeux dans les yeux, les conditions de la reconnaissance, et puis j'ouvre aussi, parce que c'est une ouverture, dans des équipes de plus en plus déspatialisées, dans des lieux de production de plus en plus à distance, et je sais que c'est aussi un de vos enjeux, un de votre quotidien de plus en plus, créer de la confiance et donc voir émerger d'autres formes d'organisation du travail. Et donc un des enjeux, là, ça va être d'équilibrer présentiel et distanciel. Comment je crée de la confiance avec des gens que je ne vois plus ou pas. Là, j'ai la chance de croiser votre regard, c'est une très belle satisfaction pour moi, mais j'en profite doublement car c'est de moins en moins possible. Et donc, dans des équipes demain de plus en plus numériques, de plus en plus digitalisées, comment on crée de la confiance? Une des clés pour moi, c'est continuer de préserver la chaleur du présentiel. Quand dans quelques secondes, nous allons aller humecter le concept, on va être dans cette perspective de faire vivre la chaleur du présentiel qui va équilibrer en fait la force du distanciel. Bien, Philippe, vraiment. Merci beaucoup. Je veux vraiment vous remercier parce que j'ai eu la chance moi, de vous entendre sur un format plus long, de 4 heures. Vous avez réussi ce tour de force en 1 heure de faire un condensé qu'on juge, on est nombreux à juger exceptionnel, je crois. On pourrait prolonger très longtemps, mais on va arrêter. Il y a par exemple
un point que j'aurais aimé évoquer, mais les gens pourront revenir à vous. Vous nous autoriserez à communiquer vos slides à l'Assemblée ou vous avez un droit de propriété Non, c'est pour moi. Enfin, ces slides sont accessibles et puis c'est l'occasion aussi de m'envoyer des messages contradictoires et d'essayer de co-construire, hein, parce que sur ce domaine de l'humain, il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste un caractère ondoyant de vérité relative, mais par le croisement de nos regards, on arrive à accéder à autre chose. Je pensais notamment à un item que vous développez parfois sur le SFVVP, le syndrome de fin de vie professionnelle précoce, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui nous interpelle, parce que quand on interroge les collaborateurs, parfois les seniors nous envoient des messages particuliers. On n'aura pas l'occasion de le développer aujourd'hui, mais on y reviendra en s'intéressant à vos ouvrages. Un grand merci. Je vous remercie aussi vraiment beaucoup. Je vous invite à continuer à être assidus, si vous en avez envie, à faire la promotion de Demopal autour de vous. On est prêt à ouvrir les bras à de nouveaux adhérents, à de nouveaux membres avec plaisir, à nous faire des suggestions si à un moment donné les activités diverses et variées ou les productions littéraires, bref, si vous avez des idées d'évolution, de suggestions, n'hésitez pas, c'est votre association. Donc merci pour ça. Continuez à être impliqués comme nous on l'est vis-à-vis de vous, parce que sans vous on ne fait rien, et puis l'inverse est vrai. Et puis je veux aussi remercier sous forme de clin d'œil ceux qui m'ont fait la petite ritournelle, comme disait le président, parce que finalement j'ai été vraiment un peu ému, parce que c'est Philippe qui m'a fait remarquer que c'était Johnny qui chantait. Et comme j'étais un peu ému, je ne l'ai pas remarqué. Alors je ne vais pas terminer en chantant du Johnny, mais juste en vous remerciant et en vous invitant à aller boire un verre. Merci. Bonne journée. Est-ce que tout le monde veut bien descendre et rejoindre la scène pour une photo? Ça devrait prendre 1 minute. Une photo collective, merci. Touch you.